copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on analyse, on décortique, on argumente et pour ça, on est bien obligé de spoiler. Alors si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe merveilleuse de chroniqueurs de talent. Ils ont souvent la dent dure, mais toujours de bons arguments. Promis, j'ai pris aucune drogue pour dire ça. J'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, lui, vous l'entendez que rarement, mais vu les analyses qu'il livre hors micro, je me dis que ça serait pas mal qu'il passe de l'autre côté de temps en temps. Salut Alain. Ne les tente pas. Et on dit merci à Latex pour le mixage, le montage et l'habillage sonore. Putain, on s'est pas foutu de sa gueule la dernière fois, mais en fait, il a envoyé un message pour donner son avis sur Top Gun en plus, quoi. Donc bon, je veux dire, voilà, et en loose day en plus parce qu'il l'a dit à personne, tu vois, et en fait il croit qu'on l'aurait pas reconnu, quoi. Oui, bonjour, c'est un merci. T'as même pas mis un filtre sur ta voix. Non. Un de ces quatre, tu viendras chroniquer. Et puis on ne le dit jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis attention, sortez vos agendas si vous êtes à Paris ou en région parisienne le samedi 2 juillet à 16h30, bien bloquez la date. Stéphane, qu'est-ce qui se passe le 2 juillet ? Alors il y a une séance Capture Mag évidemment, voilà, ça en premier lieu, mais un peu spécial cette fois-là parce qu'en fait on va enregistrer le premier épisode de notre prochain épisode la première partie, tu vois, je vais y arriver, de notre prochain épisode de Capture Mag, le podcast qui est consacré à Sam Raimi, et ça sera donc en public, c'est ouvert au public. Voilà, pour ceux qui viennent voir ensuite derrière Evil Dead 2 en 4K. Donc au programme, un enregistrement d'à peu près combien ? 3 heures à peu près, 3h15 peut-être, si j'arrive à les contenir, mais voilà, normalement c'est entre 3h et 3h15, quoi. Et puis ensuite, on fait une petite pause. Et ensuite, on présente vite fait, en fait, en gros, enfin, on va vite fait parler un peu de ce qu'on fait, nous, parce que c'est pour les 10 ans de Capture Mag. Et ensuite, on montre Evil Dead 2. Normalement, il n'y aura pas besoin de présentation, puisqu'on en a parlé assez longuement, en fait, dans le podcast, quoi. Oui, il y aura eu à peu près 3 heures de présentation avant. Donc, voilà, pensez à bien noter la date et à prendre vos billets sur le site du Club de l'Étoile, clubdeletoile.fr, samedi 2 juillet à 16h30. 3 heures d'émission Capture Mag en live et ensuite la diffusion d'Evil Dead 2. Cette semaine, direction la prison. Oui, mais oubliez les barreaux, les matons et la promenade dans une minuscule cour où on aperçoit juste un bout de ciel bleu. Ici, les détenus peuvent aller et venir comme ils le souhaitent, reçoivent des repas appétissants et font même des sorties en pleine nature. Bienvenue à Spiderhead. Évidemment, on se demande où est l'arnaque. Eh bien, à Spiderhead, les détenus sont aussi des cobayes. Steve Abnesti, scientifique en chef de l'établissement, mène des expériences sur eux. C'est le deal, plus de confort, une peine réduite, à condition de tester des médicaments altérant les émotions. Derrière ce récit dystopique, un auteur, George Saunders. Il publie cette nouvelle en 2010 dans le New Yorker, et 9 ans plus tard, fin 2019, une adaptation ciné est annoncée. Aux commandes, Joseph Kosinski. Oui, le même Joseph Kosinski, dont on parlait déjà le mois dernier avec Top Gun Maverick. Si vous avez raté l'épisode, je vous refais le topo. Joseph Kosinski s'est fait connaître en 2010 avec Tron l'héritage, il poursuit avec Oblivion en 2013, Line of Fire en 2017, et donc le Legacy sequel de Top Gun. Sauf que contrairement à Top Gun, pas de sortie en salle en grande pompe, Spiderhead sort sur Netflix vendredi 17 juin. Alors, la fine équipe, c'est quoi votre météo ? Vas-y, je t'en prie. Ça va être compliqué pour moi parce qu'on m'a injecté du D14, donc j'avais l'impression qu'il faisait un temps absolument magnifique, mais en réalité j'étais allongé sur la moquette de la cafétéria à regarder le plafond gris. Attention, je vais te donner du Verbalex pour que tu nous dises plus en détail ce que tu penses. Moi je veux dire pluie noire, voilà. Shoei Imamura. Ouais, c'est ça, non mais pluie noire parce que bon, enfin, je sais même pas s'il y a une vraie connexion, mais on va parler du film et on développera, quoi. Très bien, vous allez nous expliquer tout ça. Donc, pas de Verbalex, je crois que je vais pas avoir besoin de ça pour vous faire parler.
Qui commence ? Allez, Rafik ? Oui, donc je crois que la première chose à noter par rapport à ce film, c'est son arrivée justement sur cette plateforme d'une façon aussi peu événementielle. On rappelle quand même que donc Kosinski est, je crois, à l'affiche d'un film qui, je crois, marche plutôt bien en ce moment, qui s'appelle Top Gun Maverick, et qui est, de ce que j'ai compris, le plus gros succès de l'année, c'est sûr, et peut-être des 5 dernières années. Et potentiellement un film extrêmement populaire, surtout en fait auprès des gens, donc qui pourrait amener des gens à éventuellement regarder Spider-Head, puisque c'est le même réalisateur, quoi. Avec un comédien qui, à défaut d'être incroyablement brillant et couvert de palmes académiques, est quand même très connu par sa participation à la franchise Marvel notamment. Oui, on l'a pas cité, mais c'est Chris Hemsworth qui joue le docteur Steve Amnesty. Qui joue le docteur du film et qui est accessoirement producteur aussi. Et donc de se dire que on va dire le réalisateur star du moment au niveau box-office et une des grosses stars du moment ne suffisent pas à convaincre Netflix de communiquer sur un film qui, à ce que j'ai compris, coûte quand même $100 millions. Plutôt cher, voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus étonnante, mais c'est pas la première fois qu'ils font le coup, en fait, de rappeler qu'ils ne produisent pas des films, mais du contenu. Et que l'impact culturel, il est proche du néant. Donc maintenant, si les gens écoutent ce podcast, évidemment, c'est pour savoir est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter, de checker sur leur abonnement une fois que le film sera mis à disposition. Je vais tenter de répondre non, ou alors contentez-vous éventuellement du générique d'ouverture. Je dis générique d'ouverture parce que quand le film commence, on a la sensation d'être pris entre de bonnes mains, comme on l'a déjà dit dans le podcast consacré à Top Gun. Kosinski, c'est quelqu'un qui sait cadrer. Et donc il nous rappelle qu'une image de cinéma, ça respire, et là en l'occurrence c'est des paysages d'îles, d'un grand océan avec des îles et un hydravion qui s'approche de cette prison. On est au Cinoche. On regarde ça, on fait « Ah, ça c'est bien, c'est un film qui commence, j'ai envie de pénétrer là-dedans ». C'est bon, hein, une fois le générique fini, vous pouvez rentrer, checker les épisodes de Love, Death and Robots qui vous attendent juste à côté, parce qu'on rentre à l'intérieur de cette prison, qui est une prison aux murs gris sale et triste, pour ne pratiquement plus en sortir. Et même si Kosinski, en bon fan d'architecture, prend un vrai plaisir à cadrer ces murs aux compositions déroutantes, tout en angle et en pointe. On n'a rien d'autre que ça, quoi, que de l'architecture à l'image. L'histoire est censée être une histoire qui se concentre sur les personnages, et c'est de très très loin le point faible du film, puisqu'il y a aucun choix qui a été fait sur la tonalité, sur ce qu'on raconte, sur ce qu'on privilégie de raconter. Voilà, t'as vaguement résumé l'intrigue, donc voilà, on le rappelle, hein, c'est en gros une espèce de docteur Mengele de la Silicon Valley qui expérimente sur ses prisonniers différentes substances qui altèrent leurs émotions. Mais qui en réalité cache son jeu, parce qu'il a un but qui ne sera révélé que dans la troisième partie du film, quoi. Et qui en fait il est encore plus méchant qu'on ne l'imaginait. Voilà. Quel plot twist! Oui, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup dans le film. Et le film hésite entre des séquences, on va dire, entre l'ironie, notamment au niveau du pré-générique, où on a donc un sujet qui est en train d'hurler de rire alors qu'on lui annonce des catastrophes. Enfin, on parle des faits divers, en fait, mais très graves, en fait, des faits de guerre. Il parle de génocide et tout ça, au Rwanda, ce genre de choses, et lui il rigole, en fait, parce qu'on lui a injecté Voilà, donc là, en tant que spectateur, tu te mets en mode ironique, tu vois, ça va être une forme de critique sociale acerbe, etc., je sais pas quoi. Ensuite, on a du sentimentalisme avec le personnage principal et son trauma qui le poursuit. De la comédie presque absurde, puisque il leur injecte des produits qui sont très attirés les uns vers les autres, et ils se mettent à baiser comme des fous, et c'est clairement filmé comme de la comédie
presque cartoonesque. Alors ça, on va en parler, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mais vas-y, ouais. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'en gros, tu parles de beau cadrage, de trucs comme ça, ce qui est pas faux, hein, dans le cas de Joseph Kosinski. C'est quelqu'un qui, en tout cas, sait mettre en valeur le package, en fait, qu'il est censé présenter aux gens. Et là, je le dirais, et c'est pas pour faire le troll, hein, mais c'est exactement la même logique pour moi avec Tron, Tron, oui, je peux le dire, sur Tron Heritage, mais aussi Top Gun Maverick, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est de la belle enveloppe. C'est-à-dire qu'en fait, si on devait comparer le langage du cinéma au langage écrit, quoi, je dirais que Joseph Kosinski, il a une très belle écriture. Mais par contre, en fait, il écrit très très mal, si tu veux. Et en fait, en gros, en tout cas, si son style, en fait, d'écriture ne fonctionne pas. C'est-à-dire parce que là, en l'occurrence, moi, je trouve justement que le problème, en fait, de choisir un ton n'est pas de choisir un ton. C'est que chaque moment, c'est-à-dire à part effectivement la scène d'ouverture, parce que c'est la scène d'ouverture et que toi, normalement, en tant que spectateur, quand tu rentres dans un film, si tu veux, en général, t'es plutôt ouvert à ce qu'on va te proposer, t'es plutôt ouvert à ce qu'on va te montrer, donc effectivement, tu dis « Ah bon, ça part dans cette direction, je comprends ce que le scénario essaie de me dire », mais en l'occurrence, en termes de mise en scène pure, moi, je trouve justement que ça n'est pas filmé comme une comédie. En fait, les moments comiques ne sont pas filmés comme une comédie, ils sont filmés à la truelle, quoi. C'est-à-dire vraiment, en fait, voilà, c'est-à-dire, il peut pas s'empêcher de faire ses beaux plans léchés de toute façon, donc quoi qu'il arrive, en fait, il ne peut pas faire, il y a pas de vie là-dedans. La comédie, c'est aseptisé, tu trouves? C'est aseptisé, mais ça, c'est encore... Je pense que je parlais plutôt au niveau du montage, en fait, pour ce qui est de l'effet comique absurde, parce qu'il y a des ruptures de montage qui font que, voilà, t'étais dans une scène très calme, et le plan d'après, t'as un mec en train d'embrocher une nana, en poussant des cris ahurissants, qui résonne dans toute la pièce, très brutalement, tu vois, histoire de te faire comprendre qu'il est encore sur une nouvelle expérience, on lui a encore injecté le même truc, et ils refont la même chose que dans la séquence précédente. Et ça, c'est un effet comique, et d'ailleurs, pour le coup, il a comment dire, Stephen Mirion, qui est un monteur oscarisé, qui est aussi, entre autres, connu pour avoir bossé sur la série des Ocean's 11. Donc lui, il est effectivement adepte de ces effets de montage, tu vois, j'allais dire de rupture de ton par le montage. Mais le fait est que il est habitué aussi à monter du vent, quoi. C'est ça que t'es en train de dire, parce que bon, les Ocean's, du coup, il y a du rythme sur ces séquences-là. C'est juste que la rupture de ton, en tant que spectateur, tu peux tout à fait l'accepter si elle a un sens. Là, elle a pas de sens, la rupture de ton. Elle n'est là que parce que on savait pas comment le faire. Là, le coup du sexe, ça nous gênait, donc on a préféré le faire en mode comédie. Mais en même temps, on a envie que vous vous attachiez à ce personnage principal, donc on va sortir les violons pour vous parler de son trauma. Donc en l'occurrence, l'accident de voiture qui l'a mené à être prisonnier. Avec un money shot, mais complètement hors de propos, en fait, aussi, c'est pareil. Quand il est éjecté de la bagnole. Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu regardes un truc comme ça et tu te dis, mais en fait, d'un seul coup, le film essaie de justifier son budget, si tu veux. Donc, il te faut un espèce de plan, spectaculaire, si tu veux, mais qui te sort complètement enfin, pour moi, quand je vois ça, et il le répète 2 fois dans le film, je vois ça, je me dis, ok, on sort complètement, en fait, de ce qu'on est censé raconter à ce moment-là. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir une espèce d'empathie, une espèce de choc traumatique, en fait, avec le gars. En fait, t'es juste en train de regarder un beau plan à la Marvel. Tu vois, un beau plan voilà, un truc en fait impressionnant, alors que bon, voilà, enfin, si tout le film était fait comme ça, pourquoi pas, mais je veux dire, en l'occurrence, c'est même pas ça, enfin bref. Et donc, ce que le film est censé te raconter, c'est la nature de l'expérience qui est faite sur ces personnages, et en fait te montrer que finalement, même s'ils ont l'impression au départ, s'ils ont dit oui à ce type de prison, c'était pour échapper à la dureté des prisons normales, mais qu'en réalité, ils sont dans un endroit qui est encore pire. Et à aucun moment, on te fait sentir que c'est pire. On est en train de les mindfucker continuellement, et à aucun moment, le film ne parvient à te faire ressentir l'horreur de la situation qu'ils sont en train de vivre. À quel point ils sont détruits à petit feu. C'est un film qui est aussi là pour porter un discours sur le libre arbitre. C'est ça, sur le libre arbitre, sur la capacité à se pardonner soi-même, à rappeler qu'on est tous dans la même galère. On a tous des péchés qui nous suivent toute la vie, et des choses dont on n'arrive pas à se détacher. Est-ce que ces actes du passé nous définissent en tant qu'être du moment et tout ça, mais à aucun moment le film choisit. C'est évoqué, mais il n'y a pas de construction qui a.
qui privilégie un discours. Il n'y a pas de point de vue en fait. Et c'est quand tu parlais de Top Gun Maverick, moi si je me suis, comme je l'ai dit dans le podcast, si je me suis pas trop fait chier à Top Gun Maverick, c'est parce qu'il y avait un effort d'écriture. Je me suis pas reposé sur la mise en scène de Kosinski pour me faire apprécier Top Gun ou pour me donner un point de vue fort sur Top Gun. Le gars, il est scolaire. S'il n'y a pas quelque chose d'écrit, ben il aura littéralement rien à raconter. Or là, les scénaristes, en l'occurrence, bah ils jouent, c'est des petits malins quoi. C'est les mecs de Deadpool quand même. C'est ça, c'est Red Reeves et Paul Wernick. Il faut les citer parce que c'est des gens qui sont des scénaristes. Effectivement, ils ont fait Deadpool, ils ont fait Bienvenue à Zombieland. C'est des gens qui ont une approche de petits malins en fait, c'est-à-dire qu'en gros ils déconstruisent pour voilà. Mais même le problème en fait, c'est que même ce discours de déconstruction qui est pas compliqué sur un film comme celui-là, qu'ils pourra avoir, en fait ils ne l'ont pas, enfin pas eux, mais lui ne l'a pas en fait. Kosinski ne l'apprend pas parce que en gros à la limite en fait, si tu es un petit peu méta avec le sujet du film, c'est-à-dire si t'as pas envie de traiter le truc comme comment dire, des grandes idées philosophiques, on va dire, si tu n'as pas envie de traiter les grandes idées philosophiques du film, tout ça, etc., tu peux au moins traiter en tant que cinéaste le pouvoir que tu aurais sur ton spectateur. Et le pouvoir émotionnel que tu pourras avoir sur ton spectateur, c'est-à-dire en gros à ce moment-là je vais le faire rire, à ce moment-là je vais le faire pleurer, à ce moment-là je vais tirer, parce que en fait avec mon langage je sais faire ça, normalement c'est dans mon métier quoi. Et en l'occurrence il se trouve que là en fait ça démontre l'incapacité de Kosinski à faire ça. Je sais pas, peut-être qu'il s'est dit qu'il essayait de le faire, en tout cas ça marche absolument pas. Il n'y a pas de discours là-dessus, ce qui est pas grave en soi, c'est pas important, mais c'est juste en fait effectivement c'est par défaut qu'il n'y ait pas de discours là-dessus non plus, parce que comme le dit Rafik, il y a une grosse problématique de point de vue. Et d'ailleurs en fait j'avais raté de raconter cette anecdote la fois d'avant sur Kosinski, mais une anecdote qui me fait beaucoup rire quoi, enfin beaucoup rire. Apparemment véridique, c'est le réalisateur Steve Lisberger qui m'a raconté ça, qui est le réalisateur en fait du premier Tron. Et en gros, forcément par la force des choses, ils sont venus le chercher pour Tron l'héritage, sauf que c'est Kosinski qui a réalisé le film, donc mais il servait de patron, on va dire, autour de la licence, et autour de la franchise, et autour de la création de cet univers. Et Kosinski lui aurait dit je suis Stanley Kubrick. Je suis le nouveau Stanley Kubrick, ce qui est déjà en fait, si tu veux, pose le degré de melon du bonhomme, et puis, voire de manque de maturité on va dire du bonhomme quoi. Et en fait quand il a fait le Tron de l'héritage et qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas Kubrick, il aurait dit, et j'ai demandé, j'ai demandé à Lisberger, j'ai dit mais c'est une blague, il vous a pas vraiment dit ça en fait. Il me dit si il l'a dit pour de vrai. Je fais mais il le croyait vraiment? Il m'a dit oui je pense qu'il le croyait vraiment. Il lui a dit je ne suis pas le nouveau à l'époque il lui aurait dit donc je ne suis pas le nouveau Kubrick, je suis le nouveau Michael Bay. Et ce qui explique pourquoi il fait des films de pompiers et des films de gros navions. Mais le truc c'est que bon, dans la logique des choses on pourrait effectivement connecter ça à Michael Bay quoi. Mais sauf que et je suis désolé en fait encore une fois d'appuyer sur le bouton quoi, de dire vraiment ce truc là, mais ce sont des cinéastes en fait. Alors Kubrick c'est une évidence, tout le monde le sait, mais même Michael Bay c'est un cinéaste, c'est-à-dire à proprement parler, c'est-à-dire qu'on en pense qu'on veut, on peut ne pas aimer du tout, mais c'est quelqu'un qui a créé son propre style, qui a créé une propre forme en fait, qui a donné des suites dans l'histoire du cinéma, littéral en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, un film comme The Rock, à l'époque où c'est sorti dans les années 90, on peut attester que c'était beaucoup trop cut, beaucoup machin, c'est la norme totale aujourd'hui. Je veux dire, tu regardes The Rock aujourd'hui, il n'y a aucun problème en fait, si tu es un spectateur actuel habitué aux choses. Et en fait, en gros, et là je parle vraiment du montage, c'est-à-dire de la façon de couper les plans, etc., hacher et tout. Et le truc, c'est que, voilà, en fait, encore une fois, on en pense ce qu'on veut. On peut détester Michael Bay. J'ai assis à côté de moi sur ce canapé une personne qui déteste. Pas le voir, oui. Ouais, mais parce que t'as pas essayé. Mais t'as vu des films bien plus rythmés que ça en fait. C'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui ont créé leur propre langage dans le langage du cinéma. Kosinski, il a rien créé du tout. Kosinski, à la limite, il serait approprié. Et on va dire que si on devait faire pour le coup une analogie, en fait, ce film-là, ça serait son The Island. C'est ça, oui, tout à fait. son de Michael Bay, quoi. C'est-à-dire le film où il est complètement... et j'ai beau adorer Michael Bay pour plein de raisons qui sont à la fois, j'estime, des raisons valides et des raisons, perverses, de cinéphiles pervers, quoi. The Island, c'est pas possible. C'est un film où tu sens que le mec... essaye de se contenir par rapport à son sujet, essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un grand cinéaste intellectuel, ce qu'il n'est absolument pas. Il lâche la rampe au bout d'un moment. Michael Bay, il fait du Michael Bay, il peut pas s'empêcher, quoi. Mais voilà, c'est ça la problématique, c'est qu'en fait, on parle d'un sujet qui est beaucoup trop, de sujets philosophiques qui sont beaucoup trop,
Enfin, je veux dire, il s'en foutait, Michael Bay, de ça. Dans The Island, il l'a lâché au bout d'un moment. Et là, c'est une évidence aussi pour Kosinski. C'est-à-dire que quand il fait un film comme Spiderhead, oui, enfin, tous les trucs potentiellement intéressants, en fait, du sujet passent complètement à la trappe, en fait. Ou alors c'est fait comme un truc de bourrin, mais même pas assez. C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand il convoque Nathan Jones, qui est quand même le gros, le gros bébé géant, là, musclé de Mad Max, et du maître d'armes contre Jet Li, tout ça, etc., tu te dis, ça va être rigolo. Ils vont au moins faire rentrer un gros bourrin dans l'arène. On va faire des scènes avec ça. Il va faire un truc marrant. Et à un moment donné, il y a une vague, tentative d'humour, voilà, sur le fait que peut-être, en fait, ils vont leur faire prendre du love, je sais pas quoi là, le truc qui fait baiser, ouais. Ouais, le truc qui fait baiser. D'un seul coup, en fait, ils vont se retrouver. La drogue qui rend amoureux. Voilà, qui rend amoureux, voilà. Et Miles Taylor, le personnage, dit non, mais moi, il est hors de question que je fasse l'amour avec lui, quoi. Tu vois, et tu te dis en fait, est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont essayer? Non, ils y vont pas. Et en fait, pareil, il y a une baston à la fin, ils le font pas intervenir. Ils te le montrent, hein. Ils le font pas intervenir. Il suggère que lui n'était pas contre. Voilà, le héros est. Non, mais même ce que je veux dire, c'est que ça sert à quoi d'aller chercher un gars comme ça? En fait, c'est pour rien faire avec. Rien du tout, alors que tu te serais attendu. Est-ce que dans la séquence finale qui joue clairement la carte du climax, il y a au moins une baston avec ce personnage-là? Rien. Non. Mais sur l'incapacité à choisir le ton, effectivement, avec le personnage de Mengele joué par Hemsworth, excusez-moi pour la prononciation, tu te serais attendu, est-ce qu'il y a effectivement un vague commentaire en fait qui mène c'est une des possibilités qu'a le film, hein, de ces idéalistes de la Silicon Valley qui comment dire, qui parce qu'ils projettent un avenir radieux pour l'humanité, s'autorisent toutes les horreurs, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la robotique et du transhumanisme tel qu'on pratique aujourd'hui là-bas, quoi. Mais encore une fois, c'est totalement évacué. Enfin, je veux dire, c'est laissé au libre arbitre pour le coup du spectateur de se dire, ah, peut-être que ce mec qui pense ceci, cela, on lui a créé un vague traumatisme à la noix, comme quoi il a été abandonné par son père, et c'est censé expliquer tout le personnage. Et puis c'est un vrai miscast aussi, hein. C'est un problème ce truc. Effectivement, le comédien se dit, là, je tiens enfin l'occasion de sortir un petit peu des rôles de Gosbo qu'on me fait jouer. Oui. Ouais, je trouve moi j'ai saisi le côté de on va le prendre à contre-pied, on le présente comme un mec super beau, musclé, baraque, un peu le genre idéal, et puis on découvre petit à petit en fait que c'est un personnage horrible, mais ça marche pas, enfin il est pas, à aucun moment il nous fait trembler. Moi je l'aime bien Chris Hemsworth, c'est-à-dire que je l'aime bien pour ce qu'il est, en fait j'aime bien, mais après il faut... Parce que t'aimes bien le remake de Ghostbusters, c'est tout. Non, alors non, en plus c'est un problème son perso, moi je trouve dans le film, parce que je trouve ça révèle un peu pour le coup certains aspects que moi j'estime misogynes en fait dans le film, quoi, mais on ne fait pas un podcast sur Ghostbusters, mais le truc en fait c'est que non, ce que je voulais dire avec Hemsworth, c'est que c'est un mec qui fait 1m95, que, je veux dire, tu peux pas le louper, c'est pour ça qu'il est charismatique ce mec, c'est parce qu'en fait tu peux pas le louper, il est grand, il est super bien foutu, tu te dis mais enfin voilà, c'est un Brad Pitt plus quoi, et moi je trouve qu'il a plutôt un talent de star, c'est-à-dire d'acteur, c'est pas Laurence Olivier le mec, hein, mais voilà, il se pose là, il est jamais vraiment faux, tout va bien, quoi. Là c'est un problème de miscast, parce que même je me rappelle que ça avait été un gros sujet à l'époque parce que les films se montent un peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'ils se montent grâce à quelqu'un qui a été dans des franchises et tout ça, etc. Ces gens-là se permettent, tu vois, comme on voit maintenant, comment il s'appelle, l'acteur qui joue Kylo Ren, j'ai un trou là d'un seul coup. Adam Driver, merci Alain, il a un micro que pour nous souffler les noms sur lesquels on se plante, quoi. Adam Driver, quand il va tourner il monte les films de Ridley Scott, parce qu'en fait en gros il a fait Star Wars, et voilà, c'est la même logique avec il y a quelques années avec Chris Hemsworth, il se retrouve dans un film de Michael Mann comme Black Hat, où il est censé jouer un hacker, et les gens disent les hackers ils sont pas comme ça, tu vois. Bon d'accord, certes, mais la distinction, c'est vrai, hein, ils ont pas tort, mais la distinction, c'est que Hacker est un film d'action. C'est-à-dire que donc au moins en fait quand on passe à l'action, c'est sûr que ça marche un peu mieux avec Chris Hemsworth qu'avec un gros bedonnant en fait à la South Park, en fait, qui serait le hacker type dans leur tête en fait. Donc le truc c'est que là, c'est pas un film d'action. C'est un film qui se passe, globalement, ça coûte $100 millions, mais globalement, ça se passe dans trois pièces, quoi. C'était coincé entre 4 murs gris pendant 2 heures. C'est un film d'émotion, hein, c'est la base. Oui, c'est censé être un film d'émotion. Ouais. Voilà, et en tout cas intellectuel, thought-provoking, comme disent les Américains, enfin, bref, tout le tralala, quoi. Sauf que, bon, non, évidemment, enfin, sauf peut-être, peut-être que si, ça marchera sur certains de nos auditeurs, mais en tout cas, pour nous, ça ne marche pas. Mais surtout, en l'occurrence, le problème, c'est que le gars, c'est un miscast, parce que, en gros,
ce qu'il est censé être capable de jouer, même la comédie, hein, parce que moi j'aime pas tort ce qu'ils en font de son personnage, mais bon, apparemment ça fonctionne sur plein de gens, en fait ça marche pas, il y a rien qui marche. Alors je pense qu'il peut pas tout faire tout seul dans son coin non plus, hein, il faut qu'on le filme. Encore une fois, parce qu'il y a pas de choix, il y a pas de point de vue. Un personnage comme celui qui l'interprète n'aurait eu de sens que si on avait été hyperbolique, c'est-à-dire vraiment à fond la caisse. Je crois qu'il y a un critique américain qui disait on aurait dû prendre Peter Sellers pour faire ce rôle-là. Tu vois, en pensant, j'imagine, le Docteur Folamour au savant fou. Bon. Parce que effectivement c'est un personnage qui est too much, quoi. C'est le big méchant du film. Il torture des gens à longueur de journée tout en se faisant passer pour leur pote à la machine à café, en essayant de voilà. Il y a une scène qui aurait dû être une scène hyper tendue où il fait semblant de sympathiser avec une nana alors qu'en réalité il est en train de la détruire intérieurement parce qu'il sait quel crime elle a commis avant d'être incarcéré, et il en joue en fait. Mais comme toi tu sais pas quel est le crime de la meuf, tu vois le mec jouer le bon copain qui vient lui faire une petite blague, quoi. Et du coup la scène est vide d'émotion parce que t'as pas les éléments de la meuf, mais surtout t'as pas les éléments de jeu qui te feraient comprendre qu'il y a manipulation. Il y a un enjeu terrible dans cette séquence-là. Ouais. Ce type est fou, dangereux, inhumain. Bon, et pareil, toutes les séquences où il est tout seul et on est censé comprendre à quel point c'est un personnage justement pathétique et traumatisé. Beaucoup plus sombre que voilà. Et là, ça marche absolument pas. Mais encore, à aucun moment le film n'enjambe quelque chose et décide d'aller à fond dans une direction. Et ça, pour le coup, c'est vraiment parce que il se contente de suivre un scénario qui a déjà été pensé en termes de film, parce que à ce que j'ai compris, j'ai pas lu la nouvelle qui est à l'origine, mais à ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de changements, notamment sur la troisième partie qui est pas du tout ce qu'il y avait. On imagine bien que dans la nouvelle, ça se termine pas par une scène d'action avec de la baston et de la comédie, voire un happy end en fait, tout bêtement, parce que en fait, voilà. Voilà, on va pas forcément, il y a pas énormément de trucs à spoiler en vrai. À ce que j'ai compris, les personnages avaient comment dire, plus de culpabilité qu'ils n'ont dans le film. J'ose espérer. Le héros qui a perdu sa meuf, en réalité, avait aussi assassiné son pote. Donc je sais pas ce qu'il en est pour la nana dont on apprend finalement qu'elle a perdu son enfant. Parce que c'est ça en fait, c'est-à-dire en fait c'est des gens qui par défaut, alors comment dire, juste par inadvertance presque en fait ont pas fait exprès de tuer les gens en fait si tu veux, donc et ils portent la culpabilité, ça je peux le comprendre, bien sûr, mais du coup ça n'en fait pas les comment dire, les damnés dont tu aurais besoin sur un récit comme ça. Moi quand la nana finit par annoncer j'ai tué mon enfant, je pensais qu'elle l'avait tué, qu'elle l'avait foutu à la poubelle, tu vois, enfin non, elle l'a oublié sur un vrai crime. Non, elle a fait une connerie, elle a zappé un truc, tu vois. C'est plus qu'une connerie, mais non, mais je veux dire, effectivement, qu'elle soit traumatisée, c'est compréhensible. Elle n'a pas assassiné avec la volonté de. Voilà, c'est involontaire. Et là aussi, et elle en souffre. On peut parler pour le coup de manque de courage du film, de pas aller au bout, de pas te dire ça fait 1 heure que vous êtes en train d'essayer de vous attacher à ces personnages et maintenant on vous balance qu'ils ont vraiment fait des trucs atroces auparavant et qu'il y a une vraie raison pour laquelle ils sont dans cette situation et pour laquelle ils se sentent damnés et ils pensent que personne ne pourra jamais les aimer parce qu'ils se détestent eux-mêmes. Bon. Et à plus forte raison sur une plateforme comme Netflix, c'est-à-dire où en gros justement, puisque en fait ils en sont à pas faire la publicité du film, ils en sont à pas traiter le truc, ils pourraient tout aussi bien sortir quelque chose en fait d'un peu subversif, et ils le font pas. C'est à l'époque, j'invite les gens à réécouter éventuellement le podcast parce qu'on en parlait avec Fabrice Duvels. Fabrice Duvels, quand il avait fait Message from the King, qui chez nous est sorti en salle mais a été diffusé sur Netflix pour le reste du monde entier. En gros, il nous expliquait, et je pense que ça c'est malheureusement pas avéré, quoi. Il nous expliquait que au moins l'existence de quelque chose comme Netflix permettait en fait de redistribuer les codes moraux en fait. C'est-à-dire qu'il y avait plus de questionnement autour de ça, puisqu'on pouvait se permettre, puisque c'était juste un abonnement, c'était déjà préacheté. En fait, on pouvait se permettre de proposer des choses que les studios sur lesquels les studios ne pouvaient pas prendre de risques en fait. Et en l'occurrence, si, ils prennent ils prennent autant aussi peu de risques finalement à la fin, tout en plus en banquant sans patate dans un film qu'ils ne vendent pas. À ce niveau-là, c'est particulièrement inoffensif. Et comme on a un réalisateur qui ne fait que suivre le script, il ne le précède jamais, et du coup tout passe. Ça c'est le pire de tout, par le dialogue. Ça veut dire que
tout ce qui concerne la construction des personnages se construit par ce qu'ils disent. Et là, on est carrément dans de l'anti-cinéma à ce niveau-là. Je veux dire, que la meuf aille dire littéralement au mec tu ne te pardonnes pas, mais tu es un mec bien, mais en fait, c'est bon, t'as pas... Enfin, montre-moi une image forte qui me permettrait de comprendre ça. Il n'y en a aucune. Il y a un moment qui était censé, j'imagine, sur le papier, être écrit pour constituer une scène de cinéma, qui est la séquence où ils mettent une dose qui déconne à la nana, j'ai plus le nom du personnage, la blonde, et elle commence à flipper à ce moment-là. Et donc Heather commence à flipper et finit par se suicider. C'est censé être une scène de cinéma, tu vois, ils sont en train d'assister au truc, ils comprennent pas ce qui se passe. Toi, tu sais ce qu'elle s'apprête à faire, et tu vois arriver le truc, t'attends l'effusion de sang inévitable. Bon. Et à un moment donné, alors quand le personnage d'Hemsworth revient dans la pièce après avoir assisté à ce meurtre atroce, il en est responsable, hein, et il laisse une trace de sang sur le t-shirt du héros. En essayant de le rassurer, il lui pose la main sur l'épaule, mais évidemment sa main étant ensanglantée, il laisse une trace de sang. C'est, comment dire, c'est scolaire. C'est du niveau 0 de la construction de mise en scénique cinématographique, mais moi j'étais là en train de me dire bah oui, mais ça j'en ai besoin 15 fois à la seconde, des idées comme ça, parce que là ce plan de la main ensanglantée qui cherche à rassurer le mec, c'est un plan de cinéma. Ça te fait comprendre que ce type est le coupable, le vrai coupable, et qu'il est en train de transmettre son péché au héros qui a rien fait, quoi, tu vois. Mais donc, je peux accepter que ce soit d'un niveau très amateur, mais parce que justement ça fait l'effort d'aller au-delà du langage bêta, quoi, et notamment des dialogues. Après, je pense aussi que en fait sur un film comme ça qui est censé vraiment en fait pousser les potards, hein, pour le coup, parce que encore une fois ça part avec ça fait partie du sujet. On voit des mecs qui dégueulent, des mecs qu'on force à bouffer, en fait, si tu veux, pour qu'ils dégueulent derrière, juste pour voir ce que ça va donner, tout. En fait, il y a rien qui ira au-delà du beau plan léché. C'est-à-dire que si ça perturbe son beau plan léché, il le fera pas. Et donc du coup t'es en train de regarder le truc et du coup c'est presque un film de, comment dire, d'esthète mal placé, en fait. C'est-à-dire que vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui a un total recul sur son sujet, il le prend jamais à bras le corps, et ce qui fait qu'en fait, voilà, c'est beau durer qu'1h50, en fait, t'as envie de le regarder en 15 fois, tellement c'est cousu de fil blanc, et surtout t'es pas impliqué émotionnellement une seule seconde, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même terrible. C'est un film dont le sujet central c'est les émotions et la manipulation des émotions, et toutes sortes d'émotions en plus. C'est vraiment les drogues qu'ils testent, les médicaments qu'ils testent vont provoquer des émotions chez les personnes qui en consomment, et que ça soit des émotions très positives, on va tout trouver beau, on va tomber amoureux de la moindre personne qu'on a en face de soi, ou alors on va ressentir une terreur indescriptible, les choses les plus horribles, les ressentis les plus affreux, les plus insignifiants, comme une agrafeuse, vivre des traumatismes et ressentir de la terreur, et toutes ces émotions là, elles sont pas transmises au spectateur à aucun moment. Non, et puis en plus le moment où il essaye de le faire, c'est-à-dire quand il y a un point de vue, on va dire, direct, c'est-à-dire de ce qu'on voit, c'est encore une fois un plan un petit peu léché qui va pas dépasser le cadre de ce que c'est, et surtout en fait qui à un moment donné, moi je sais pas si c'est moi qui fais de l'extrapolation cinématographique, mais en fait ils reviennent sur le flashback à un moment donné, et t'as un même plan, alors que c'est pas du tout un plan de point de vue, avec une aberration chromatique. Et je me suis dit, mais il fait la même chose que quand il... Alors en fait, c'est un effet de style, c'est tout, il s'en fout. C'est pas du tout... En fait, il défait même le point de vue qu'il avait avant. Donc c'est super bizarre, en fait, parce qu'il utilise ça, il utilise un peu ce genre de truc, quoi. C'est pas tout à fait une aberration chromatique, mais c'est un truc un peu similaire, quoi. Je dis ça pour aller vite, mais en fait, et voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le mec, en fait, j'ai fait de la belle image. Donc voilà, j'écris bien, regarde, c'est propre. Et comme le film est un fichu de t'impliquer émotionnellement, du fait de tout ce qu'on a évoqué, en tant que spectateur, t'as plus trop le choix que de te réfugier dans l'intellectualisme, justement. C'est-à-dire de dire, bon,
je laisse tomber, apparemment je vais pas pleurer, je vais pas avoir peur. Bon, peut-être que je peux éventuellement réfléchir à ce qu'on est en train de me raconter. Qu'est-ce qu'on me raconte de la manipulation des masses par les émotions et ce genre de choses-là. Donc à un moment donné, moi j'étais dans ce mood quel rapport il y a entre l'émotion et la manipulation des individus. C'était avant qu'on ne découvre le poteau rose, puisque donc on peut spoiler. En fait, tout ça, le vrai plot twist, c'est qu'en fait, ils ont tous été injectés par un autre produit qui les fait obéir, en fait. Et c'est pour ça que depuis le début, ils donnent leur consentement. À chaque fois ils doivent donner leur consentement avant qu'on leur injecte quelque chose. Et ce à quoi ils n'ont pas consenti, c'était précisément ce consentement, c'est-à-dire à en faire des créatures obéissantes. Qui aurait pu être un sujet. Le mec aurait pu choisir de faire un film pas du tout émotionnel. Ah, mais c'est totalement en fait, un sujet. Uniquement bon. Et il y a un truc où je me dis, putain, mais ils sont tellement à la ramasse qu'ils ont même pas vu. Je pense que je leur donne le bénéfice du doute, j'espère. Il y a l'actrice qui joue la nana dont on parlait tout à l'heure, j'ai plus le nom du personnage. Non, pas Heather, l'héroïne en fait, la meuf du héros quoi. Elle est interprétée par Jurnee Smollett. Qui est la sœur de Jussie Smollett, qui est un comédien qui a fait la une il y a 2 ans pour avoir mis en scène son propre lynchage en fait. Il avait payé des Africains pour lui casser la gueule, et quand les flics ont débarqué, et il leur a fait croire qu'il s'était fait bastonner par des électeurs de Trump et qu'il avait une corde autour du cou. Bon. Et tout ça, c'était une pure mise en scène. Pourquoi il l'a fait, on le saura peut-être un jour, mais en tout cas, il y a eu un procès, il a fait un peu de prison et tout ça. Et vers la fin du film, cette nana-là, on lui injecte un produit là, et elle prend une ceinture pour tenter de se lyncher, de s'auto-lyncher elle-même. Et là, j'étais en train de me dire, non mais c'est pas possible, ils ont fait le film alors que Jussie Smollett était dans l'actualité, si tu veux, son frère était dans cette actualité-là. Ils ont forcément fait le lien, c'est pas possible, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils essaient de me raconter? Et je pense que non, je pense qu'ils n'ont pas fait le lien, je pense qu'ils savent même pas ce qu'ils racontent, quoi. J'espère pour eux, parce que après, sinon c'est complètement peut-être tourné avant, ou j'en sais rien, parce qu'avec tous les trucs de Covid, on sait plus. Ouais, enfin Smollett, ça date, c'était 2019, dans ces eaux-là, je crois. Bref, mais c'est ça, voilà, c'est un exemple supplémentaire du comment dire, je dirais du manque de sérieux de l'entreprise, quoi. Le film est produit par Eric Newman, qui était le gars qui avait déjà produit pour Netflix Bright, je sais pas si vous vous en souvenez de ce film. Bien sûr, Will Smith. Voilà, avec Will Smith dans un univers où les créatures de contes de fées comment dire, voilà, et qui était aussi un film qui avait un énorme problème de point de vue, c'est-à-dire que tu savais pas sur quel pied danser en regardant. C'est vraiment tributaire aussi du réalisateur qui est quand même un putain de manchot là. David Ayer, c'est vraiment un gros nul, hein. C'est le roi des nulâtres. On peut impliquer le réalisateur, on peut aussi impliquer moi, je le fais. Celui qui aux États-Unis est censé être le chef de projet. Voilà, parce que t'as quand même 2 films produits pour la même plateforme qui se distinguent tous les deux par un sujet qui a priori est intriguant et qui ne fonctionne absolument pas parce qu'à aucun moment tu fais un choix. Ah ouais, mais Raph, c'est l'histoire du cinéma de ces 10 dernières années, ça. Excuse-moi, mais tu vois, enfin, je suis désolé, mais des films en fait où potentiellement ça pourrait donner des bons films, des films en fait avec du potentiel en fait de plusieurs trucs, et que les mecs en fait ils font juste une espèce de verre d'eau là, tu vois, que tu bois en fait qui est sans goût, sans rien, tu vois, à température ambiante. Bon bah oui, ça, il y en a des tonnes des films comme ça, puis sur Netflix ça manque pas, hein, donc non, moi je pense c'est pas je pense que ça va avec l'air du temps en fait, ces trucs là, et surtout ça va, encore une fois, moi pour le coup vraiment je veux pas faire mon troll hein, sur Top Gun Maverick, mais ça posait ces questions pour moi en fait, c'est-à-dire que je me disais juste, mais pourquoi en fait, pourquoi tout le monde tripe sur vraiment, c'était pas pour emmerder le monde, hein. C'était vraiment, je comprends pas pourquoi les gens tripent sur ce film, genre, à ce point là, hein. C'est-à-dire que les films que les gens aiment bien. Et là, en fait, si tu veux, bon, celui-là, je pense qu'il y a personne qui va triper dessus, puisque personne va le regarder. Mais en l'occurrence, pour moi, c'est. Alors évidemment, je préfère Top Gun Maverick. Je ne vais pas dire l'inverse, mais en fait, j'ai peut-être été un peu plus diverti, certes, mais comment dire. Un mea culpa tardif. Non, c'est pas un mea culpa, parce que je veux pas que les gens croient que je troll en fait pour troller justement. Tu vois, parce que j'ai bien vu que tout le monde kiffe le film et tout, quoi, et que je suis bien tout seul dans mon coin. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est en fait, pour moi, fondamentalement, en termes d'approche, il n'y a pas une énorme distinction. Il y a peut-être
sur certains éléments, effectivement, des différences. Il y a plus de plaisir à voir Tom Cruise dans ce rôle-là, peut-être tout patati patata. Enfin, il y a plein de raisons, en fait, annexes, si tu veux. Mais sur les raisons purement cinématographiques, pour moi, les deux films découlent de la mémo. Et encore une fois, c'est pas pour faire mon troll sur Top Gun Maverick, c'est juste en fait que je pense, je dirais ça, de Tron l'héritage, où il a pour lui d'avoir une superbe BO de Daft Punk, tu vois, et pas que de Daft Punk d'ailleurs, il y a un autre, je non, crois, mais Daft Punk, oui, bon, mais je crois qu'il y a un compositeur qui les a aidés aussi derrière. Voilà, toi, tu dois savoir qui c'est, non? Mais tu veux pas le dire? Non, je m'en souviens plus. Bah, je crois, si, mais en fait, c'est un mec, on trouvera le nom. Mais il me semble qu'il y avait ça. Et en fait, si tu veux, ces films-là, ils avaient ça pour eux, un design, un truc. Là, il y a rien. Il y a rien dans comment ça s'appelle quand il y a rien dedans, quand t'as pas Tom Cruise, quand t'as pas tout ça, il y a rien dans ce film. Bon voilà, Spider-Head, il y a rien. Voilà. Pourquoi ça s'appelle Spider-Head? Parce que voilà. Bon, ça c'est la nouvelle. Parce que basiquement la prison dans laquelle ils se trouvent, c'est la toile d'araignée qui les emprisonne dans leur tête. Voilà, ils sont à la fois prisonniers physiquement et ils sont prisonniers émotionnellement. Toi, t'es allé loin dans l'analyse. Hein. Non, mais même pour le coup, la mise en scène architecturale, elle a cette vocation à justement tout le temps à ramener sur des figures où ils sont toujours enfermés dans ce décor. Quand elle filme par-dessus, voilà, alors c'est tout moche, hein, mais je sais que les photographes et les architectes délirent sur ces bunkers dégueulasses avec de l'eau croupie. Là, mais il y a cette idée effectivement d'enfermement qui est systématique. Mais encore une fois, visuellement, c'est là parce que il sait filmer de cette façon-là, il sait filmer l'architecture, mais il se préoccupe pas de savoir qu'est-ce que ça raconte. Ok, tu m'as démontré que c'était une toile d'araignée, merci. J'ai vu d'autres films, j'ai vu des films qui traitaient exactement du même sujet et qui s'appelaient littéralement la toile d'araignée, donc c'est bon. Qu'est-ce que tu m'amènes de plus, quoi? Vers où on va? On va nulle part, je sais pas où on va. On va vers un climax à la con où les personnages principaux tentent de s'enfuir de cette prison et se fritent la gueule avec les autres inmates, les autres prisonniers, et ça devient une comédie pendant que le bad guy délire dans son hydravion et que tout lui est injecté en même temps et que du coup il rigole et il pleure en même temps. En fait, on va arrêter. Là, c'est l'impression qu'on a déjà fait un podcast. Oui. C'est la moitié de la durée du film. On va dire que la sentence est tombée. Vous êtes libérés de ce podcast. Ah, c'est clair. Merci Clémence, parce qu'elle arrêtait pas d'appuyer sur le bouton pour nous dire alors est-ce que vous détestez et nous on en rajoute. Alors qu'en fait, en vrai, on s'en fout. C'est un film, tu le regardes. Je veux dire, franchement, on n'aurait pas enregistré. La semaine prochaine, on l'aurait oublié, quoi. En fait, c'est ça le problème aussi, quoi. Et au moins, on en aura un petit souvenir enregistré. Ouais. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Spider-Head est dispo sur Netflix depuis ce vendredi 17 juin. Et puis, si vous préférez lire l'original, le récit qui s'appelle L'évadé de la Spider-Head. Tu vois, c'est lui qui a trouvé le nom. L'évadé de la Spider-Head de George Saunders est tiré d'un recueil qui s'appelle 10 décembre et qui est dispo dans les meilleures librairies. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Spider-Head, vous avez un avis sur le sujet, ça vous a provoqué plein d'émotions et vous voulez nous en parler, dites-le nous, on a hâte de vous entendre. Pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saltempourlerépondeur@gmail.com, on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Jurassic Park, le monde d'après, dernier volet de la saga aux dinos. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite. Salutations à toute l'équipe de Capture Mag. Alors aujourd'hui, Jurassic World Dominion. Le truc là qui me pose et que vous n'avez pas soulevé dans ce film, c'est que on a un Jurassic Park, un film Jurassic Park qui réussit l'exploit ultime de rendre les dinosaures secondaires. Et là, je vais spoiler. Voilà, parce que on a une menace qui prend la forme de sauterelles géantes mutantes dégueulasses. Voilà, et c'est un choix de merde parce que finalement, ça rend la menace même des dinosaures complètement caduque. Donc moi, ce film-là, je suis ressorti de la salle en me disant que c'était une escroquerie parce que on nous a vendu un tout autre film. Et t'as vu les dinos, et t'as vu la surenchère, et t'as vu le clin d'œil, et t'as vu qu'on t'a remis tout, et t'as vu c'est génial. En fait non, dans ce et t'as vu, il y a un déni du cinéma, un déni de l'héritage de Spielberg, un déni de la nostalgie.
3 choses à sauver. La petite séquence Jurassic Bourne à Malte avec Chris Pratt là sur sa moto qui poursuit. Faudrait peut-être penser à un crossover Jurassic World Jason Bourne, c'est sympa ça. Franchement, c'était con. C'était bien con, mais c'est sympa. Quelques plans sur les dinos et Jeff Goldblum qui est par un peu de petits dialogues, un peu de petites vannes, bah franchement, ça le faisait. Bon, déjà, bravo à vous d'avoir fait une émission quasi de 1 heure pour parler de cet étron de Jurassic World Dominion. Franchement, 50 minutes, le film n'en vaut même pas la peine. Moi, pour ma part, j'ai eu l'impression que c'était un énorme étron. Et pourtant, la promesse n'est clairement pas tenue. Fallen Kingdom est sympathique, moi j'aime beaucoup. Mais après, non, le film, il n'y a vraiment rien qui va. Autant regarder le premier Jurassic Park, autant rester sur le Jurassic Park et le monde perdu à la limite. Et voilà. Satan pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on continue à proposer des émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Satan pour un film. Salut! Restez pas là, y'a rien à